Je me tiens là, dans le silence lourd de la petite pièce qui sert de salon, le regard fixé sur la porte entr'ouverte, comme si la moindre respiration pouvait réveiller la tempête. La lumière tamisée jette des ombres dansantes sur les murs décrépits, où chaque fissure raconte une histoire de négligence et de blessures invisibles. Ma mère, debout en face de moi, le visage déformé par la colère, les mains crispées, ses yeux brillent d'une lueur fébrile, prête à exploser. Son souffle est court, ses mots claquent comme des coups de fouet. « Tu ne comprends rien, espèce d'ingrate. Tu as foutu en l'air tout ce qu'on avait. Tu ne vois pas que tu es une erreur. » La voix résonne, vibrante de haine et de frustration accumulée. Autour d'elle, les murs semblent se refermer, oppressants, comme une cage invisible. Mon cœur bat si fort qu'on pourrait croire qu'il va éclater. Mais je reste immobile, incapable de détourner le regard, même si chaque fibre de mon corps hurle de fuir. Elle s'avance, ses yeux injectés de sang, et soudainement, elle me saisit par le bras, ses doigts comme des serres. « Tu ne mérites pas d'être ma fille. Tu n'es qu'un fardeau, une erreur que je dois porter depuis ta naissance, » souffle-t-elle, sa voix tremblante de rage non contenue. Je sens la tension monter, comme une vague déchaînée prête à tout engloutir. Et puis, dans un geste impulsif sans réfléchir, mon bras vacille. Mes doigts agrippent le couteau de la cuisine que j'avais dissimulé dans la poche de ma veste, un objet que je n'avais pas prévu d'utiliser de cette façon, mais qui me paraît soudain comme la seule échappatoire à cette spirale infernale. La scène devient floue, un mélange de peur, de colère et de désespoir, jusqu'à ce que la lame pénètre la chair. Cette chair qui, jusqu'à ce moment, n'avait été qu'un symbole d'abandon, de douleur, de honte. La respiration de ma mère se coupe, ses yeux s'écarquillent, puis se ferment dans un dernier soupir. Autour, le silence devient assourdissant, brisé seulement par le bruit sourd de la chute de son corps. Je reste là, figé, le cœur battant à tout rompre, incapable de réaliser ce que je viens de faire. La chambre tourne, tout devient flou, et je sais, au fond de moi, que ma vie ne sera jamais plus la même. La vérité est là, nue et cruelle, face à mes yeux humides. Et je comprends que, pour échapper à cette spirale de violence, il faut que je porte le poids de ce secret pour le reste de mes jours. Dans ce moment précis, je suis à la croisée des chemins, déchirée entre la culpabilité qui m'écrase et la libération qui m'envahit. La scène, si effroyablement intime, restera gravée en moi comme une cicatrice indélébile, un souvenir que nul n'effacera, pas même le plus brillant des oublis. Chaque matin, je glisse silencieusement dans le couloir, évitant le regard des autres comme si j'étais invisible, une ombre parmi les autres ombres. À l'école, je me fonds dans la foule, un murmure discret dans la marée humaine, mon sac sur le dos, mon cœur lourd d'un poids que personne ne soupçonne. La salle de classe est un sanctuaire fragile, où je joue la fille ordinaire, esquivant les conversations, feignant l'indifférence lorsque les autres se moquent ou racontent des blagues sans importance. Pourtant, derrière cette façade, une tempête intérieure se déchaîne. Je ne peux m'empêcher de ressentir cette sensation oppressante, comme une bombe à retardement prête à exploser à tout moment. Je regarde par la fenêtre, la pluie fine qui tombe, et je pense à ma vie à la maison, à cette mer imprévisible, volatile, comme une météo capricieuse. Quand je rentre, je suis immédiatement plongée dans un théâtre d'ombres et de cris. Elle hurle contre moi pour un rien, pour un mot mal choisi, un regard de travers. Hier encore, elle a crié devant mon petit ami, le visage déformé par la colère. « Tu te crois supérieur, hein? Tu crois que tu peux tout faire, tout obtenir sans moi ?» Son regard incandescent m'a transpercé comme une lame. Je voulais partir, fuir cette atmosphère toxique. À la maison, tout est comme suspendu dans un état de chaos contrôlé. Elle fait des crises, frappe les murs, jette des objets. Et moi, j'observe, figé, incapable de l'empêcher ou de comprendre pourquoi elle devient ainsi. Parfois, je me demande si elle n'est pas seulement une victime d'un passé brisé, d'un secret enfoui, d'une colère qui ne demande qu'à sortir. Hier encore, en rentrant, j'ai entendu ses sanglots étouffés dans la chambre. Puis ce discours déchirant qu'elle m'a lancé en me regardant droit dans les yeux. « Tu ne comprendras jamais ce que j'ai vécu, ce que je garde en moi. Tu ne comprendras jamais. » Sa voix tremblait, mais ses mots étaient tranchants comme une lame.
Je reste là, dans cette maison qui devient peu à peu un piège, avec cette sensation diffuse d'être à la fois invisible et prisonnière, de porter en moi une rage sourde, une douleur muette. Je veux crier, mais je dois me retenir, comme si toute cette tension allait finir par éclater en un tsunami de violence. Une part de moi sait que, tôt ou tard, tout cela doit éclater, que je suis une bombe à retardement prête à exploser. Je regarde mon reflet dans la vitre, cherchant une lueur d'espoir, une échappatoire. Mais tout ce que je vois, c'est cette fille fragile, enfermée dans un corps d'adolescente, qui tente de garder la tête haute alors que le sol s'effrite sous ses pas. Je me demande souvent si ce jour viendra, où je ne pourrai plus contenir cette colère, cette haine, cette tristesse accumulée. Et je sais qu'à chaque instant, je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne se reconnaîtra peut-être pas demain. Pourtant, je continue d'avancer, comme une spectatrice de ma propre vie, espérant qu'un jour, cette tempête intérieure pourra enfin cesser, que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pourra sortir de l'ombre pour éclairer mes pas dans l'obscurité. Je me souviens parfaitement de ce matin-là, comme si chaque seconde s'était gravée en moi avec une précision douloureuse. Le soleil filtrait à peine à travers les rideaux sales de la petite chambre, mais l'atmosphère était déjà lourde, oppressante, comme un nuage noir prêt à éclater. Ma mère était dans sa phase la plus explosive. Sa voix résonnait dans la pièce comme un coup de tonnerre, brut et déchirant. Elle était debout, le visage rougi par la colère, les mains tremblantes, pointant du doigt mes frères et sœurs plus jeunes, qui se recroquevillaient dans un coin, terrifiés, comme si la terre pouvait s'effondrer sous leurs pieds, à tout moment. « Tu te crois tout permis, hein ?» hurla-t-elle, sa voix déformée par la rage. « T'es qu'une petite ingrate, tu ne vaux rien. Tu ne feras jamais rien de ta vie si tu continues à te comporter comme une petite peste. » Elle avançait d'un pas nerveux, ses yeux injectés de sang, comme si la haine qu'elle dégageait pouvait la consommer elle-même. Sa respiration était haletante, sa mâchoire serrée, et ses mots s'enchaînaient avec une précision vengeresse. « Et toi, les autres, vous n'êtes que des idiots, toujours à suivre le mauvais chemin. Vous allez finir comme elle, à ne rien faire de bon, à gaspiller votre vie dans la pauvreté et la honte. » Je me tenais là, figée, incapable de détourner le regard. Mon cœur battait à tout rompre. Une boule de pierre stagnait dans ma gorge, et chaque mot qu'elle crachait semblait comme une rune de condamnation gravée dans mon âme. La violence dans ses yeux, cette fureur incontrôlable, semblait prête à tout briser, y compris ce qui restait de moi. Je voulais crier, répliquer, lui dire que je n'étais pas cette fille qu'elle décrivait, que je méritais mieux que ses insultes et ses humiliations. Mais je ne pouvais pas. La peur m'étreignait, comme un étau, et je sentais mes mains trembler sans pouvoir faire le moindre geste pour arrêter cette tempête. Elle s'approcha, ses mots devenant plus acerbes, plus tranchants. « Tu crois que tu peux te cacher derrière ton petit ami, hein? Tu te prends pour qui? À jouer la victime? Tu vas voir. Un jour tu regretteras tout ça. Tu verras ce que c'est que d'être abandonné, trahi par la seule personne qui devrait t'aimer inconditionnellement. » Son souffle chaud sur mon visage, ses doigts qui tremblaient en me pointant du doigt, tout cela formait une scène de cauchemar éveillé, un théâtre de la haine où je me sentais devenir de plus en plus petite, comme si ces paroles pouvaient m'aspirer toute ma dignité. Et puis, brusquement, elle se tut, comme s'essoufflant, laissant place à un silence lourd, rempli de la rancune, de l'amertume et de cette incompréhensible folie qui l'animait. Mes petits frères pleuraient silencieusement dans un coin, eux aussi paralysés par cette explosion de rage. Je fixais ses yeux rouges, noyés de haine, et je me rendis compte que, même si je voulais crier, il n'y avait plus rien à dire. Juste un cœur qui se brise lentement, sous la tempête d'une mère qui, à cet instant précis, ne ressemblait plus à une mère, mais à une femme détruite, incapable de contrôler cette colère qui semblait la dévorer de l'intérieur. Je sentis alors au plus profond de moi que ce jour-là, cette matinée-là, allait marquer un tournant, que chaque mot, chaque regard, chaque geste resterait gravé à jamais dans cette chambre sombre, où l'amour s'était transformé en haine, où la vie avait basculé dans l'ombre d'un drame encore plus profond que je n'osais l'admettre. Dans le tumulte de cette matinée,
où la tempête verbale de ma mère avait atteint son paroxysme, je ressentis cette nécessité de m'échapper, de me réfugier quelque part où la douleur ne pourrait pas m'atteindre aussi violemment. Je me glissai discrètement dans ma chambre, fermai la porte à clé, comme si cela pouvait me protéger du chaos qui battait son plein dehors. Sur le bureau, mon carnet de dessin était posé là, un refuge que je chérissais plus que tout. Je pris une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre, et ouvris la première page. Des esquisses d'arbres, de fleurs, de visages flous. Rien de précis. Tout n'était qu'un flot d'émotions que je ne pouvais pas verbaliser. Je me mis à griffonner frénétiquement, laissant courir mon crayon pour donner vie à cette colère sourde qui m'habitait. « Fuir! Juste fuir !» murmurai-je en traçant des lignes tourbillonnantes, comme si le dessin pouvait me transporter loin de cette réalité étouffante. Mais la voix de ma mère résonnait encore dans ma tête, ses cris résonnant comme une enclume dans mon esprit, refusant tout apaisement. Je me rabattis alors sur mon journal intime, un sanctuaire où je me permets d'être totalement honnête, même si personne ne le lirait jamais. Je pris mon stylo tremblante et écris d'une écriture tremblée. Je ne peux plus supporter cette maison. Elle me détruit peu à peu. Je tentais de faire abstraction de ses hurlements, de la violence invisible qui se propageait dans chaque geste, chaque regard qu'elle me lançait. Mon père, absent depuis si longtemps, semblait presque absent aussi dans cette guerre silencieuse. Je voulais crier, mais je retenais tout, comme si chaque mot pouvait désintégrer ce fragile équilibre qui restait, même si tout semblait sur le point de s'effondrer. Alors je me repliais dans cette bulle de solitude, où je pouvais respirer entre deux explosions, me réfugiant dans mes dessins, mes rêves, mes souvenirs. Mais dans le fond, je savais que ce sanctuaire ne pourrait pas me sauver longtemps, que la tempête finirait toujours par m'atteindre, même à travers le papier, même dans la solitude. Pourtant, c'était mon seul espoir que, quelque part, au-delà de ces murs oppressants, il existait une échappatoire, une lumière fragile que je pouvais seulement entrevoir à travers les lignes de mes esquisses, comme un ultime refuge contre la folie grandissante. C'était une nuit de samedi comme les autres, ou du moins c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que l'atmosphère devienne explosive. La pièce vibrait sous le poids de la colère de maman, son visage rougi par l'alcool et la rage, ses yeux injectés de sang. Elle se tenait dans le salon, tremblante, une bouteille de vin à la main, prête à éclater. Ses mots hurlaient, comme des coups de tonnerre, déchirant le silence lourd de la maison. « Tu crois que tu peux tout faire comme ça, hein? Tu te prends pour qui ?» cria-t-elle, sa voix déformée par l'alcool et la haine. Je sentis mon cœur s'accélérer, le souffle court, alors que mes mains tremblaient sur mes genoux. À côté de moi, Marco, mon petit ami, restait figé, ses yeux grands ouverts par la stupeur, incapable de détourner le regard. La scène se déroulait sous ses yeux comme un film d'horreur, en accéléré. La mère s'approcha de moi, son visage déformé par la colère, ses mains crispées en poing. « Tu n'es qu'une ingrate, une fille sans cœur. Tu ne mérites pas d'être ici, avec moi, avec nous. » Elle s'avança vers moi, sa voix devenant plus menaçante. Je voulais fuir, me sauver de cette tempête, mais mes jambes semblaient nouées dans un cauchemar. Tout à coup, elle me saisit par les épaules, secouant mon corps comme un jouet cassé, et ses mots devinrent plus agressifs encore. « Tu ne fais rien de bon, tu ne mérites pas d'être aimé. » Elle brandit sa main, comme pour me gifler. Mais à la dernière seconde, je la vis vaciller, un éclat d'alcool dans ses yeux, un éclat de folie pure. La tension atteignit son paroxysme quand, dans un mouvement désespéré, elle tenta de me repousser violemment, et je sentis la colère monter en moi comme une vague déchaînée. La peur, la haine, la douleur se mêlèrent en un seul instant, et dans un éclair de rage, je ne contrôlais plus rien. Mon corps se déploya comme une arme, et sans réfléchir, je saisis un couteau dans la cuisine, cette lame froide, prête à faire mal. La scène devint floue, un cauchemar éveillé où je voyais tout en spirale, la voix de maman recouverte par un bruit sourd, un murmure intérieur qui me hurlait d'arrêter. Mais je n'écoutais pas. Je ne voulais plus qu'elle continue à me détruire. La dernière chose que je me rappelle, c'est la sensation glacée de la lame perçant sa chair. Un cri strident qui s'échappa de mes lèvres, puis un silence pesant, lourd de la vérité que je venais d'affronter. Ce soir-là, tout changea. Je compris que je n'étais plus une enfant, que je portais en moi une colère et une douleur que je ne pourrais jamais effacer,
Et que, malgré la violence de cet acte, il y avait un secret plus sombre derrière tout ça. Un secret que je n'avais pas osé révéler jusqu'au bout. Je me tenais là, tremblante, incapable de détourner le regard de la scène qui se déroulait devant moi, comme si le temps s'était figé dans une cage de silence lourd. Ma mère, furieuse, accusait mon reflet dans ses yeux rougis par la colère, m'accusant d'être ingrate, sans valeur, une fille à jeter aux oubliettes. La voix de Marco, mon petit ami, tremblait à ses côtés, impuissant face à cette tempête de reproches. « Tu ne fais jamais rien de bien, Amélie. Tu es une vraie déception !» cria-t-elle. Sa voix aigre résonnant comme un coup de marteau dans mon esprit, la violence de ses mots semblait exploser comme un feu d'artifice détraqué, chaque syllabe frappant comme une gifle glacée. Je voulais crier, me défendre, mais mes lèvres restaient collées, figées dans la panique. Mon cœur battait à tout rompre, mon souffle se coupait, tandis que mes jambes vacillaient sous le poids de ces accusations. La pièce était plongée dans une obscurité oppressante, où chaque meuble semblait se tordre dans une danse macabre, comme si la maison elle-même partageait la fureur de cette scène. La lueur blafarde de la lampe vacillait, projetant des ombres inquiétantes sur le visage déformé de ma mère, qui, dans un dernier élan de cruauté, ajouta « Tu ne seras jamais rien, tu comprends ? Jamais rien !» Mon regard se brouilla, non pas par la peur seule, mais par un mélange déchirant de honte, de rage et d'impuissance. Je voulais crier, oui, hurler que ce n'était pas juste, que je méritais mieux. Mais la douleur se mua en un vide abyssal, comme si une main invisible m'étranglait intérieurement. Tout se brouillait, ces mots, mon corps, la réalité. Et là, dans cette tornade de sentiments, quelque chose en moi se brisa, comme une pièce de porcelaine fine qui s'écrase au sol, laissant derrière elle un fracas assourdissant, une vérité que je ne pouvais plus cacher. Mon esprit, envahi par un torrent de colère refoulée, se mit à trembler, et dans un instant de désespoir absolu, je levai la main, ferme, tremblante, pour attraper un objet lourd à portée de main. La scène devint floue. Un cauchemar éveillé où je n'étais plus qu'une spectatrice de ma propre chute, incapable de revenir en arrière. Et dans un geste désespéré, impulsif, irréversible, je m'approchai d'elle, le cœur déchiré, prêt à tout pour arrêter cette tempête. La lame froide de mon couteau brillait sous la lumière tremblante, et je la plantai dans sa chair, sans même réaliser ce que je faisais, comme si un autre moi, plus sombre, plus endurci, prenait possession de mon corps. Un cri perça la pièce, strident, déchirant le silence assourdissant. Puis un frisson glacé parcourut mon corps tout entier. Le poids de cette décision pesa sur moi, lourd comme une pierre, alors que je voyais, pour la première fois, le regard de ma mère se troubler, se déformer dans la douleur, dans la stupeur. La scène s'effaça lentement, emportée par un flot de souvenirs, d'images brisées. Mais au fond de moi, une vérité terrible s'était installée. Je n'étais plus la même. J'avais franchi une ligne invisible, celle qui sépare la victime de l'agresseur. Et désormais, tout ce que je pouvais faire, c'était porter ce secret lourd comme une malédiction, dans l'espoir qu'un jour, peut-être, la lumière finirait par percer cette obscurité intérieure. Dans la pénombre étroite de la cuisine, l'atmosphère était aussi lourde que l'air chargé de tempête. Ma mère, dont la silhouette imposante se tenait devant moi, les yeux plissés de colère, agita la main vers la porte, sa voix tremblante d'une menace à peine voilée. « Si tu ne fais pas attention, je te ferai sortir de cette maison, tu m'entends ?» Son visage, habituellement dur mais marqué par des rides d'usure, se contorsionnait dans une expression de dédain et de frustration. La violence de ses mots résonnait comme un coup de marteau dans mon cœur déjà brisé, chaque syllabe frappant comme une condamnation. Mon souffle se fit court, la panique grimpant en moi comme une vague déchaînée, et une sensation de désespoir irrésistible s'empara de tout mon être. Mes mains tremblaient, violemment, mes doigts cherchant instinctivement quelque chose pour apaiser cette tempête intérieure. Mes yeux rencontrèrent la surface froide de la planche de la cuisine, où reposait un couteau de cuisine, brillant faiblement sous la lumière blafarde. La lame glacée et lisse semblait m'attendre comme une échappatoire immédiate à cette tourmente insupportable. Mon cœur cognait si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Ma respiration devenait haletante
et une soudaine marée de chaleur monta en moi, mêlant frissons de peur et éclats d'adrénaline. Dans un mouvement aussi impulsif qu'instinctif, sans même réfléchir, je tendis la main tremblante, la saisissant fermement. La poignée froide contre ma paume, je levai le couteau, mes muscles tendus comme une corde de violon prête à céder. « Tu ne peux pas continuer comme ça », murmurai-je à voix haute, ma voix brisée par la détresse, en fermant les yeux un instant. La pièce sembla se réduire à cet instant précis, le seul son étant le souffle court qui s'échappait de mes lèvres. La lame tremblante, je me préparais à faire ce que je ne voulais même pas admettre, incapable de voir autre chose que cette ombre de liberté sombre qui se dessinait sous mes doigts. Le sentiment d'impuissance et de colère mêlée me submergea, et sans plus réfléchir, je la plantai dans la chair de ma mère, un cri aigu déchirant soudainement la pièce, comme si la violence de mon geste venait de briser un silence de plomb. La douleur se répandit rapidement dans ses yeux, pendant que son corps se cabrait sous l'impact, ses mains s'agrippant violemment à ses côtes. Je restai figé, le cœur battant à tout rompre, incapable de croire à ce que je venais de faire. Mais au fond de moi, une certitude terrible s'était ancrée. J'avais franchi un point irréversible, une ligne invisible que je ne pourrais jamais reculer. La culpabilité, la peur, mais aussi une étrange sensation de soulagement se mêlait dans un tourbillon infernal. La pièce semblait s'effondrer sur elle-même. Tout s'embrouillait dans un chaos de sensations et de pensées confuses. La voix de ma mère, faible mais encore pleine de colère, s'éteignit dans un râle, laissant place à un silence assourdissant, interrompu seulement par le souffle haletant que je peinais à contrôler. Et dans cet instant suspendu, je compris que mon monde venait de basculer pour toujours, que cette impulsion irréfléchie allait définir le reste de ma vie, comme un sombre secret que je devrais porter jusqu'à la fin des temps. Dans un éclat de fureur déchaînée, je me suis retrouvé face à ma mère, son visage tordu par la colère, ses yeux flamboyants de rage mal contenue. La salle était silencieuse, sauf le bruit de sa voix qui clamait des accusations, des reproches, qui s'accumulaient comme une tempête, prête à tout emporter. Mon cœur tambourinait violemment dans ma poitrine. Chaque battement résonnait comme un coup de marteau, amplifiant la chaos intérieure qui me submergeait. La scène s'était figée, suspendue dans une tension insupportable, lorsque soudain, mon regard croisa celui de son petit ami, témoin impuissant de cette explosion familiale. La colère de ma mère se déversa sur moi avec une violence inouïe. « T'es qu'une ingrate, t'es incapable de rien, t'es une honte !» hurla-t-elle, ses bras levés comme pour m'atteindre. Je me suis sentie comme frappée par un mur de douleur et de ressentiment, incapable de réfléchir, uniquement guidée par une force obscure qui semblait sortir de moi-même. Tout à coup, mon corps a réagi sans que je ne puisse le contrôler, comme possédé par une entité étrangère. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas hésité. La lame de mon couteau, que j'avais attrapée instinctivement dans la cuisine, s'est précipitée vers elle, déchirant l'air dans un mouvement rageur. La première fois que la pointe a rencontré sa peau, un cri déchirant s'est échappé de ses lèvres, mêlé à un râle de douleur qui m'a glacé jusqu'aux os. Mais je n'ai pas arrêté. Mon bras, guidé par une force irrésistible, s'est abattu encore et encore, jusqu'à ce que tout s'éteigne dans un silence macabre. Elle s'est effondrée, son corps tremblant, les yeux grands ouverts dans une expression de stupeur et de surprise, mêlée à une terreur profonde. La pièce semblait tourner autour de moi, comme si je ne contrôlais plus rien, comme si cette scène était devenue une torture dont je ne pouvais plus me défaire. Mon regard se perdait dans le vide, tandis que mes mains tremblaient, ivres de cette réalité insoutenable. Le déchaînement de ma colère, de ma peur, de ma haine, s'était mué en un acte irréversible que je ne pouvais plus nier ni comprendre totalement dans l'instant. Et pourtant, dans le chaos de cette violence, une petite voix intérieure, presque inaudible, me suppliait de me réveiller, de revenir à moi-même. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était regarder ce que j'avais fait, figée, incapable de bouger, prisonnière d'un crime qui allait marquer à jamais l'histoire de ma vie. Le choc m'a clouée sur place, incapable de détacher mes yeux du spectacle macabre qui s'étendait devant moi. Le corps de ma mère gisait sur le sol, dans une mare de sang sombre, teintant la planche de bois d'un rouge profond et froid, comme une peinture sinistre qu'aucune lumière ne pouvait éclairer, sans révéler toute la horreur de la scène. Chaque respiration que je tentais d'amorcer
semblait se heurter à un mur opaque d'horreur. Mon cerveau incapable de saisir la réalité, comme si cette vision n'était qu'un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. La sensation de vide s'était insinuée en moi. Une morsure glacée qui paralysait chaque muscle, chaque pensée, laissant place à une panique sourde et incessante. Mes mains tremblaient violemment, trempant dans le sang, tandis que mes jambes vacillaient sous le poids de mon acte irréversible. Autour, la pièce semblait tourner. Un tourbillon de souvenirs, de cris, de douleurs. Tout cela fusionnait dans une seule image fixe qui happait mon esprit. Mon regard glacé croisa celui de Marco, qui s'était précipité vers moi en agrippant fermement mon bras, ses yeux écarquillés de terreur. « Amélie, il faut partir maintenant !» cria-t-il, sa voix tremblante, comme s'il voulait me réveiller d'un rêve affreux. Mais moi, je ne pouvais plus bouger, figée par l'horreur et la stupeur. Je voulais crier, hurler, mais mes cordes vocales refusaient de coopérer, comme si la chair même de ma gorge s'était figée sous le poids du crime que je venais de commettre. La pulsion de fuite immédiate, m'envahit. Mais une force invisible me retenait, ancrée dans ce choc viscéral, comme si mon corps était suspendu dans un état de sidération totale. Je sentais le sang chaud qui coulait, la texture écœurante, collante qui imprégnait mes doigts, et cette vision insoutenable semblait s'étirer à l'infini. Chaque seconde une éternité de douleur et de culpabilité. Mon souffle se rétrécissait, ma tête tournait, et tout ce que je pouvais faire, c'était fixer cette scène d'horreur en me demandant si j'allais sombrer dans la folie, ou si, enfin, quelque chose en moi allait céder sous la pression d'un mal insoutenable. Le silence pesant, brisé seulement par mon halètement tremblant, et le bruit sourd du sang qui pulsait dans mes oreilles, devenait la seule réalité consciente dans cette nuit de cauchemar éveillé. La porte de ma chambre claqua doucement derrière moi, comme si un dernier souffle de répit venait de se fermer sur le chaos de cette nuit infernale. Je me laissai glisser contre le mur, le cœur tambourinant si violemment qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine, et mes mains tremblaient encore, couvertes du sang chaud, collant ma peau à chaque mouvement maladroit. La pièce était plongée dans une pénombre oppressante. Seule la faible lueur de la lune filtrant à travers les volets entr'ouverts projetait des ombres déformées sur les murs. Je voulais hurler, mais ma gorge refusait de coopérer, comme si la chair elle-même s'était figée sous le poids de l'horreur que je venais de commettre. La scène tournoyait devant mes yeux, un mélange confus de souvenirs, de peur et de culpabilité, comme si mon esprit tentait de tout rejeter, de tout effacer. Mais la réalité me frappait en pleine face, avec une brutalité insoutenable. Mes pensées s'embrouillaient. Chaque mot que j'aurais voulu dire restait bloqué dans ma gorge, incapable de s'échapper. Je fixai longuement la silhouette immobile sur le sol. Cette femme qui m'avait donné la vie, mon propre reflet dans le miroir de mon âme brisée. « C'est fini, c'est vraiment fini », murmurai-je d'une voix tremblante, presque inaudible, en passant une main tremblante sur mon visage. Je voulais juste me cacher, m'enfermer dans un endroit où personne ne pourrait me trouver, où je pourrais fuir la réalité de cette nuit de cauchemar. Je me levai péniblement, vacillant un instant, puis me traînai jusqu'au lit, où je me blottis sous la couverture, comme pour me protéger de moi-même, de cette vérité inacceptable. Mon corps résistait à l'idée de rester dans cette pièce, dans cette maison, où chaque objet semblait témoigner de la violence et de la douleur accumulée. Je voulais crier, hurler, mais aucun son ne sortait, seulement un souffle rauque, un gémissement éperdu, comme si mon âme criait silencieusement. Je me pelotonnais, serrant les poings, le cœur lourd, incapable de faire la moindre distinction entre la raison et la folie, entre la paix et le chaos. La seule chose que je savais, c'était que je venais de franchir un seuil irrémédiable, que plus rien ne serait comme avant. Et pourtant, dans cette obscurité totale, une petite voix intérieure, fragile mais persistante, me soufflait que peut-être, un jour, il serait possible de comprendre pourquoi j'avais fait ça, pourquoi j'avais perdu pied. Mais ce soir-là, tout ce que je pouvais faire, c'était me laisser envahir par une déréliction profonde, espérer que la nuit finirait, que l'aube apporterait peut-être une lueur de rédemption, même si je savais que le chemin serait encore long et semé d'embûches. Le matin dissipait lentement la brume lourde qui enveloppait la maison, mais l'atmosphère restait oppressante,
imprégné de violence et de silence lourd. Les 2 plus jeunes de mes frères, encore tout petits, s'étaient aventurés dans la pièce principale, leurs pas précipités et effrayés. Quand ils découvrirent le corps inerte de notre mère étendu sur le sol, le visage déformé par une expression de terreur mal dissimulée. La scène était d'une horreur insoutenable. Ses cheveux éparpillés, la robe déchirée, des traces de sang mêlées à ses larmes séchées. Leur cri étouffé se mêla à un hurlement de détresse. Et je sentis mon propre cœur se serrer, comme si une lame glacée m'avait transpercé. Instinctivement, je me précipitai vers eux, tentant de dissimuler la tempête qui grondait en moi, de masquer la terreur qui menaçait de m'engloutir tout entière. « Restez derrière moi », murmurait d'une voix cassée, en posant une main tremblante sur leurs épaules tremblantes. Mon regard croisa celui de l'un d'eux, ses yeux remplis de peur et de confusion. Et dans cet instant précis, je compris que tout allait basculer. La petite fille qui me regardait avec des grands yeux innocents ne comprenait pas encore la gravité de la scène. Mais elle ressentait le choc, la douleur, le chaos qui s'était installé dans notre foyer. La maison, autrefois refuge, semblait désormais un théâtre de cauchemars, chaque objet témoignant de la violence endurée. La tension dans l'air était palpable, comme une décharge électrique suspendue, prête à éclater à tout moment. Je voulus crier, hurler pour briser ce silence oppressant, mais aucun son ne sortit, seulement un souffle rauque, un gémissement éperdu, comme si mon âme criait silencieusement. Pendant un instant, je me suis vue moi-même, figée, incapable de bouger, envahie par une confusion totale, sans savoir si j'étais encore vivante ou si j'avais déjà sombré dans une nuit sans fin. Mes doigts s'accrochaient désespérément à la réalité, cherchant un sens à ce qui venait de se produire. La maison semblait retenir son souffle, comme si elle aussi était choquée par l'horreur qui venait de se dérouler sous son toit. Les cris de mes frères, leur innocence brisée, résonnaient encore dans ma tête. Mais je devais garder mon calme. Je devais agir, même si mon corps tremblait, même si mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. « Il faut appeler la police », murmurait enfin, la voix tremblante, comme si chaque mot était un effort monumental. Pourtant, dans cette tentative de garderie, une pensée obscure s'insinuait, sourde et persistante. Comment expliquer tout cela? Comment convaincre qu'au fond, cette violence n'était pas si différente de celle que j'avais déjà ressentie en moi? Cette colère noire, qui m'avait poussé à franchir un seuil que je ne pourrais jamais revenir en arrière. La maison, à présent, semblait un tombeau, témoignant d'un drame indicible, un secret trop lourd à porter, une vérité qui menaçait de tout déchirer. Et moi, devant cette scène de cauchemar, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Je me tenais là, figée, le souffle court, incapable de détacher mon regard du corps inerte de ma mère, étendu sur le sol, ses vêtements maculés du sang, qui s'échappaient lentement, comme un dernier soupir de sa vie brisée. Mon cœur tambourinait, si violemment que chaque battement semblait vouloir le faire éclater, et mes mains tremblaient, convulsivement, comme si elles avaient été manipulées par une force étrangère, incontrôlable. Je voulais crier, mais ma voix s'était évaporée, laissée engloutie dans un gouffre de culpabilité et de désespoir, alors que des images de cette scène atroce se bousculaient dans ma tête, impossible à faire taire. Je m'efforçais de justifier, de me convaincre, en murmurant des mots désespérés. Ce n'était pas censé arriver. Je ne voulais pas. Je voulais seulement. Mais chaque syllabe se perdait dans le silence pesant, tandis que l'angoisse montait, comme une marée déchaînée, emportant tout sur son passage. Autour de moi, les bruits s'amplifiaient. Les sirènes au loin, le cri perçant de mes frères, la porte qui s'ouvrait, des pas précipités, des voix couvertes de panique et d'émerveillement horrifié. D'un coup, des mains se posèrent sur mes épaules, me secouant doucement mais fermement, et quelqu'un murmura d'une voix tremblante. « Ma chère, il faut qu'on appelle la police, il faut qu'on réponde à tout ça. » Pourtant, dans ce tumulte déchaîné, une pensée, sombre et obsédante, refusait de céder.
Comment tout cela pouvait-il s'être produit si vite, si violemment dans cette maison, qui, jusqu'à hier encore, semblait si ordinaire? La justification que je tentais de m'accrocher semblait s'effriter, comme un château de cartes frappé par un vent glacé. Je voulais que tout redevienne comme avant, que la vie reprenne son cours normal. Mais cette nuit-là, tout s'était brisé à jamais. La culpabilité s'insinuait dans chaque fibre de mon être, devenant une plaie béante, une voix intérieure qui me hurlait que j'avais franchi une limite que je ne pourrais plus jamais effacer. Je voulais hurler, me défendre. Mais mes mots se perdaient dans le vide, tandis que le monde autour de moi s'effondrait dans un chaos silencieux, déchiré par la douleur, la honte et le poids insoutenable d'un secret qui me consumait lentement, inlassablement. Je me tenais là, immobile, face à la froideur implacable des yeux du détective, ses questions tranchantes comme une lame dans le silence oppressant de la pièce. La pièce elle-même semblait se rétrécir autour de moi, chaque détail amplifié par le frisson glacé qui parcourait mon corps. Le léger bruissement de la porte qui claqua derrière mon dos, le tic-tac lourd de l'horloge dans un coin, et la lueur blafarde d'une ampoule suspendue au plafond, qui jetait une lumière, crue sur mon visage livide. Mon cœur battait à tout rompre, comme un tambour de guerre annonçant la tempête intérieure que je tentais de contenir. Mais chaque respiration était un effort douloureux. Le policier, au ton dur mais contrôlé, reprit. « Mademoiselle, vous comprenez que tout cela ne peut rester impuni. Parlez, je vous en prie. Vous avez été vue sortir de la maison ce soir-là, juste après ce qui s'est passé. » Je le regardais, incapable de répondre, la gorge nouée, la mémoire remontant comme une marée noire, envahie par des images floues, par des cris, par la scène qui hante encore chacun de mes rêves. Mon regard se fixa sur mes mains tremblantes, crispées sur mes genoux, comme pour essayer de canaliser la tempête qui faisait rage en moi. Mon esprit vacillait entre la peur de tout perdre, de tout dévoiler, et l'envie de tout cacher, de faire comme si rien n'avait changé. Je voulais hurler de tout mon être, pour tout ce qui s'était passé, pour cette nuit d'horreur, pour ma propre folie. Mais mes lèvres restaient scellées, muettes, face à l'évidence de ma culpabilité. La voix du policier s'intensifia, me questionnant encore, insistant, comme pour percer la coquille fragile de mon silence. Et, dans un état d'abandon total, je revivais chaque instant, chaque geste, chaque mot comme une torture, cherchant désespérément un moyen de raconter la vérité sans tout détruire, sans tout déraper dans l'oubli définitif. Pourtant, au fond de moi, un secret plus lourd que tout se tissait dans l'ombre. L'horreur ultime, celle que j'avais commise dans un accès de rage, un geste qui m'avait transformée en meurtrière, sans que je ne puisse plus revenir en arrière. Une vérité que je refusais encore de dire, même si chaque fibre de mon être me hurlait de tout confesser. Au fil de mon souffle haletant, alors que mes mains tremblaient encore de la violence commise, j'ai lentement levé le regard vers l'homme qui m'interrogeait, ses yeux scrutant mon visage, comme s'il voulait y déceler la moindre vérité dissimulée. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, chaque battement résonnant comme un avertissement. Mais une sorte de fascination morbide m'a poussé à parler, à lâcher quelque chose que je m'étais juré de garder enfoui. Lentement, je suis devenue consciente que la véritable horreur ne résidait pas seulement dans ce que j'avais fait, mais dans ce que ma mère m'avait caché toute ma vie, dans un secret qu'elle avait soigneusement dissimulé derrière un sourire de façade. J'ai respiré profondément, maintenant prête à dévoiler l'indicible. Elle avait un côté obscur, une face que personne ne connaissait, pas même mes frères et sœurs. Mes mots se sont échappés comme un souffle de vérité, refoulés, chaque syllabe accompagnée d'un regard fuyant, comme si avouer cela pouvait faire disparaître la tache indélébile que je portais en moi. Elle manipulait tout le monde, même moi. Elle se montrait douce, mais derrière ses yeux, il y avait cette folie, cette obsession de contrôle. Mon ton s'épaissit,
chargée d'émotions, alors que je m'efforçais de remuer cette mémoire obscure. Elle m'a dit que si je révélais son vrai visage, tout s'effondrerait. Elle m'a menacée, me disant que personne ne me croirait, que j'étais incapable de comprendre la réalité. J'ai baissé la voix, presque inaudible, pour évoquer la peur qui m'avait envahie. Elle me disait que tout ce qu'elle faisait, c'était pour nous protéger. Mais c'était une façade. Elle frappait mes frères, elle leur mentait, elle leur faisait croire à des choses impossibles, tout ça pour cacher quelque chose de bien pire. La colère, la haine et la culpabilité se mêlaient dans un tourbillon chaotique. Et je savais que si je continuais, la vérité allait s'effondrer comme un édifice fragile. Et cette nuit-là, quand elle a commencé à crier, c'était comme si tout ce qu'elle avait réprimé toute sa vie m'était tombé dessus, en un seul coup. Mes mains ont tremblé de nouveau, mais j'ai poursuivi, avec une voix de plus en plus tremblante. Elle m'a dit que je n'étais qu'une erreur de la nature, et que tout ça, c'était ma faute, que je ne méritais pas d'être ici, avec eux. Je me suis arrêtée, incapable de continuer, le regard fixe sur mes genoux, submergée par cette révélation qui me brûlait la gorge et l'âme. La pièce est devenue silencieuse, sauf le bruissement de ma respiration, chargée d'un poids que je ne pouvais plus soutenir. La vérité était là, nue, déchirante, et je comprenais, enfin, que c'était cette obscurité dissimulée, ce secret que ma mère avait voulu enterrer, qui avait allumé la flamme de ma fureur et déclenché l'irrémédiable. Je suis restée là, tremblante, face à la lourde vérité que je venais de découvrir, une vérité qui avait façonné chaque fibre de mon existence sans que je ne le sache. Ma mère, cette femme que je croyais simplement autoritaire, colérique, presque méprisante, menait en réalité une double vie que personne n'aurait pu imaginer. Elle s'était liée à un ancien criminel, un homme dont la réputation était entachée par des actes de violence et de corruption, et cette liaison clandestine avait duré des années, tapie dans l'ombre, loin des regards et des soupçons. C'était un secret lourd comme une pierre, enfoui profondément dans le passé trouble de notre famille, mais qui, à présent, menaçait de tout faire basculer. Un soir, alors que je fouillais dans un vieux coffre poussiéreux dans le grenier, j'avais trouvé des lettres, des photographies jaunies par le temps, et surtout, un numéro de téléphone griffonné en bordure d'une page, une simple ligne, une clé vers un passé qu'on voulait faire taire. Plus tard, en cherchant à comprendre, j'étais tombée sur une conversation enregistrée sur un vieux dictaphone, où ma mère, en larmes, balbutiait des menaces à l'attention de cet homme. « Si tu oses révéler quoi que ce soit, tout mon monde s'effondrera. Tu ne veux pas ça, je te le jure !» Son ton n'était pas celui d'une femme forte, mais celui d'une femme brisée, terrifiée, prête à tout pour protéger ce qu'elle considérait comme son dernier refuge. La révélation m'avait frappée de plein fouet, comme une vague glacée qui ne voulait pas me lâcher. J'avais compris alors que tout le visage qu'elle montrait, toute cette façade d'autorité et de colère, n'était qu'un masque pour dissimuler la peur viscérale de voir son passé refait surface. La menace qu'elle avait proférée cette nuit-là n'était pas une simple intimidation. C'était une déclaration de guerre contre sa propre famille, contre la vérité qu'elle voulait éradiquer pour protéger cette vie parallèle qu'elle menait en secret. La peur, la colère, la culpabilité fusionnaient en moi comme un feu déchaîné. Et je savais que je ne pouvais plus reculer. Elle m'avait dit, d'un ton de défi teinté de désespoir, « Tu ne comprendras jamais, tu ne dois jamais savoir, sinon tout sera fini. » La tension était à son comble. Chaque mot résonnait dans mon esprit comme une sentence irrévocable. Et c'est dans ce chaos intérieur que j'avais décidé, sans hésitation, que je devais révéler la vérité. Coûte que coûte, même si cela signifiait briser tout ce que j'avais de fragile, même si c'était la dernière étape pour me libérer de cette ombre qui planait sur notre famille depuis si longtemps. La révélation de sa vie secrète n'était pas simplement une affaire de secret enfoui. C'était la clé de la destruction ou de la rédemption. Et je savais qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus comme avant. Je me souviens encore de ce moment comme si c'était hier. Cette révélation qui a tout bouleversé en moi, détruisant le fragile équilibre de ma vie. Quand j'ai découvert la vérité sur ma mère, cette vérité si sombre qu'elle aurait pu faire s'effondrer le monde entier,
Je me suis sentie comme frappée par un coup de tonnerre, dans un ciel déjà chargé d'orage. Tout ce que je croyais connaître, tout ce que j'avais toujours tenu pour sacré, s'est effondré en un instant. Elle m'avait toujours dit que j'étais sa seule lumière, sa dernière chance. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'elle m'avait menti, qu'elle m'avait manipulée, qu'elle m'avait trahi, plus profondément que je ne pouvais le supposer. Sa voix tremblante, ses yeux emplis de peur et de colère, tout cela résonnait encore dans mon esprit, alors que je réalisais au fond de moi que je ne pouvais plus faire semblant. Elle m'avait dit, dans un souffle cassé, presque une supplication, « Tu ne comprendras jamais, tu ne dois jamais savoir, sinon tout sera fini. » Et ce tout, c'était tout ce que je croyais être ma famille, ma vie, mon innocence. La scène s'était déroulée si vite, comme si le temps s'était figé dans une spirale de cauchemar. Je m'étais approchée, tremblante, le cœur battant à tout rompre, les mains glacées, incapable de respirer normalement. Elle avait reculé, les yeux écarquillés, comme si j'avais été une étrangère, une menace qu'elle n'avait jamais prévue. Et dans un élan de désespoir, incapable de contenir la tempête qui faisait rage en moi, j'avais levé la main, puis tout s'était enchaîné dans une violence aveugle que je ne pouvais plus contrôler. La silhouette de ma mère, qui jusqu'alors semblait invincible, s'était effondrée sous mes coups, comme si mes actes savaient briser un mur invisible, une frontière sacrée que je ne comprenais même pas à ce moment précis. La colère, la haine, la peur, tout cela s'était mêlé dans un feu dévastateur, m'envahissant avec une force que je ne pouvais pas maîtriser. À ce moment-là, je n'avais plus pensé à la culpabilité ou à la honte. Je voulais juste arrêter le cycle, mettre fin à cette mascarade de secrets et de mensonges qui nous déchirait depuis si longtemps. Je voulais que tout s'arrête, même si c'était au prix de ma propre âme. La scène avait été si brutale, si sanglante, que je m'étais retrouvée à regarder le corps inerte de ma mère, tremblante, les mains en sang, le souffle court. Et dans ce chaos intérieur, je n'avais qu'une seule certitude. Je ne pouvais plus revenir en arrière. J'avais tué ma propre mère pour mettre fin à un cauchemar, pour arrêter la spirale infernale de trahisons et de illusions qui avait façonné notre vie. Et maintenant, tout ce qu'il me restait était cette sensation déchirante de trahison, cette désespérance qui m'envahissait comme une vague noire, m'aspirant dans un abîme dont je ne voyais pas la sortie. Je savais, au fond de moi, que ce geste n'était pas simplement un acte de violence, mais un cri désespéré, un dernier effort pour arrêter la machine infernale que nous étions devenus, pour enfin respirer sans cette ombre qui nous oppressait depuis si longtemps. Je me tiens là, face au tribunal, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes, incapable de détourner le regard de cette scène gravée en moi, à jamais. La pièce est silencieuse, mais je revois encore la scène avec une précision douloureuse. Ma mère, furieuse, le visage déformé par la rage, vociférant comme une bête blessée, ses mots acérés comme des lames. « Tu ne vaux rien, sale ingrate !» hurla-t-elle, ses yeux injectés de sang, alors qu'elle avançait vers moi, le poing levé. Je me souviens avoir crié, mais ça s'était noyé dans le vacarme de son cri strident, un grondement de colère brute et désespérée. Puis, dans un réflexe désespéré, je me suis saisie du couteau qui traînait sur la table, ce métal froid, presque étranger dans ma main tremblante. Je l'avais levé. Instinct de survie ou folie pure. Je ne pouvais plus distinguer. La lame s'était enfoncée dans sa chair, dans un mouvement impulsif, comme si mon corps avait agi par lui-même. Je m'étais figée, le souffle coupé, en réalisant la gravité de ce que je venais de faire. La vision de ses yeux horrifiés, écarquillés par la douleur, s'imprimait dans ma mémoire comme un cauchemar devenu réalité. Son visage se tordait de douleur, ses lèvres s'ouvraient en un cri déchirant, mais aucun son ne semblait pouvoir sortir. La main qui tenait le couteau tremblait, comme si chaque fibre de mon corps comprenait qu'elle venait de commettre une erreur irréversible. Je l'avais vue chanceler, tomber à genoux, puis s'effondrer sur le sol, un flot de sang rougeâtre s'étalant rapidement autour d'elle. Et là, dans ce chaos silencieux, j'avais ressenti une horreur totale, une conscience brutale de mon acte. Mon esprit s'était déconnecté, comme si une vague glacée m'avait submergé, me faisant réaliser que je venais de tuer ma propre mère. La douleur, la culpabilité, la peur m'avaient envahi,
Mais ce qui m'avait frappé le plus, c'était cette expression de terreur sur son visage, cette lueur d'effroi qui reflétait mon propre regard de fille perdue, incapable de croire à ce qu'elle venait de faire. J'étais devenue une meurtrière dans un instant de folie. Et maintenant, face à ce tribunal, tout ce que je pouvais faire, c'était revivre cette scène, aussi vivante, aussi aiguë, comme si le temps s'était arrêté. Je me suis tenue là, devant les débris de ce qui avait été ma mère, le souffle coupé, le corps lourd d'un silence oppressant. La pièce était baignée d'une lumière blafarde, filtrée par une fenêtre sale, où chaque rayon semblait hésiter avant de franchir la vitre brisée. Mon cœur battait à tout rompre, une tempête d'émotions mêlées, soulagement, horreur, vide abyssal. Je regardais son visage crispé, grotesque dans sa détresse, une expression qui avait hanté mes nuits, déformée par la peur, la colère, le secret inavoué qui la rongeait depuis si longtemps. La vérité, cette vérité qui m'avait consumée petit à petit, se tenait à présent là, devant moi, aussi tangible qu'un cadavre. Je pouvais presque entendre ses murmures, ses cris silencieux, comme si sa chair morte voulait me confier ce qu'elle n'avait jamais réussi à dire de son vivant. La révélation de ce secret, cette monstrueuse révélation, m'avait poussé au bord du gouffre, jusqu'à ce que l'étincelle fatidique fuse en moi. La seule façon de m'en libérer, c'était de la faire taire pour toujours. Et dans un dernier souffle d'adrénaline, de désespoir, je m'étais jetée sur elle, arme en main, comme si je voulais anéantir la dernière pièce du puzzle qui avait brisé mon existence. Quand la lame s'était enfoncée, je n'avais pas pensé à la douleur, ni à la scène qui suivrait. Tout ce que je voulais, c'était mettre un terme à la mascarade, arrêter ce cauchemar qui m'avait rongé depuis si longtemps. Parce qu'au fond, tuer ma mère, ce n'était pas seulement une folie. C'était une libération, la fin de l'angoisse insoutenable, la fin d'un mensonge si lourd qu'il pesait sur mes épaules. C'était arrêter d'être une victime d'un passé qu'elle m'avait transmise, arrêter de porter le fardeau d'un secret qui m'avait dévoré de l'intérieur. La mort de ma mère était devenue ma délivrance, le dernier acte d'un théâtre où je ne voulais plus jouer le rôle de la fille soumise, mais celui de la femme qui avait enfin osé briser ses chaînes. Je savais que rien ne pourrait jamais effacer ce qu'il s'était passé. Mais dans ce chaos, une petite voix en moi murmurait, douce et douloureuse, « C'est fini. C'est enfin fini. » J'avais enfin trouvé la force de parler, la voix tremblante mais déterminée, face à mes frères et sœurs, dans cette pièce devenue le théâtre d'un secret trop lourd pour mes épaules. La respiration coupée, je levai les yeux vers eux, et dans un souffle cassé, je confiai. Je ne vous ai jamais dit la vérité, parce que je n'avais pas le courage. Mais maintenant, il faut que vous sachiez tout. Mon regard s'attarda sur leur visage blême, marqué par la surprise, la peur et une incompréhensible lueur de compréhension. Je pris une longue inspiration, et les mots s'échappèrent comme un torrent incontrôlable. Brisé mais sincère, quand j'ai tué maman, ce n'était pas une crise de folie, ni une impulsion violente sans sens. Non, ce que je voulais, c'était mettre un terme à une douleur qui me rongeait depuis si longtemps. Une douleur insidieuse, invisible, mais qui détruisait chaque morceau de moi à petit feu. Je marquai une pause, la voix chargée d'émotion, avant de continuer, chaque mot pesant lourd sur mon âme. Depuis mon enfance, j'ai été prisonnière de ses cris, de ses accusations, de ses regards pleins de haine dissimulée. Elle n'était pas seulement une mère, c'était une tempête incessante, une ombre qui planait sur chaque instant de ma vie. Je me rappelle encore ces nuits où je me cachais sous mon lit, espérant que ces hurlements finiraient par s'éteindre. Mais ils ne faisaient que s'intensifier. Elle me disait que je méritais tout ce qu'elle me faisait, que j'étais une fille ingrate, une erreur du destin. Et à chaque fois, je me sentais défaillir, comme si mon corps voulait s'effondrer sous le poids de ces mots. Mais ce n'était pas seulement la peur ou la honte qui m'anéantissait, c'était cette rage sourde, cette envie de tout faire sauter, de briser le cycle infernal. J'ai longtemps cru que tuer ma mère serait un acte de vengeance. Mais en réalité, c'était une tentative désespérée de guérir, de couper court à cette souffrance qui ne voulait jamais disparaître. Quand j'ai levé le couteau, ce n'était pas avec envie, ni par haine pure. C'était comme si, dans un dernier souffle d'espoir, je voulais enfin arrêter la machine infernale, arrêter cette haine qu'elle m'avait transmise.
Arrêter de porter cette responsabilité insupportable. Je n'avais plus le choix. La seule façon de me libérer de cette prison mentale, c'était de tout faire exploser. Même si cela signifiait détruire ce qui restait de moi. Ce n'était pas une décision facile, ni une colère passagère. C'était le fruit d'années de douleurs enfouies, de secrets dissimulés derrière des sourires de façade, de traumatismes non exprimés. Et aujourd'hui, en confessant tout cela, je voulais qu'ils comprennent que ce n'était pas une simple folie, mais une réponse désespérée à une vie marquée par l'oppression, la haine et l'invisible douleur d'une enfant qui n'avait jamais été vue ni entendue dans sa souffrance. Je regarde mes mains tremblantes, incapable de détacher mon regard de l'ombre sombre qui plane sur cette confession que je me prépare à faire. Mon cœur bat à tout rompre, comme s'il voulait s'échapper de ma cage thoracique, tandis que la vérité s'échappe enfin dans un souffle douloureux. « Tu sais, tout n'a jamais été aussi simple qu'on veut le croire, » murmurai-je, la voix cassée par l'émotion. Ma mère n'était pas seulement une femme colérique ou imprévisible. Elle avait un plan, une vengeance inscrite dans ses intentions depuis des années. Je pose, cherchant mes mots. Parce que ce que je vais révéler change tout ce que je croyais savoir. Elle avait juré de se venger d'un ancien partenaire, un homme qui l'avait brisée, détruite moralement et physiquement, et elle voulait que je sois son instrument, sa clé pour faire payer celui qui l'avait trahi. Mon souffle devient plus court, alors que je reviens en arrière, à cette nuit fatale, où tout a basculé. La scène se déroule dans ma tête comme un film saccadé, où la lumière blafarde de la cuisine éclaire la silhouette de ma mère, fiévreuse, le regard dur, serrant une vieille lettre dans la main. « Tu comprends ?» dis-je, la voix presque inaudible. Elle voulait que je fasse semblant d'être d'accord, qu'elle m'utilise comme une arme contre cet homme. Elle croyait que je n'aurais pas le courage, qu'elle pourrait manipuler ma culpabilité, ma haine, pour qu'elle puisse enfin obtenir sa revanche. Je ferme les yeux. La douleur de cette révélation me serre la gorge. « Mais ce n'était pas seulement une vengeance, » continuai-je, une larme roulant sur ma joue. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle était prête à tout, même à tout perdre, pour voir sa vendetta s'accomplir. Elle voulait que je sois la pièce maîtresse dans cette guerre sordide, qu'on se débarrasse définitivement de ce passé qui la hantait. Et quand j'ai vu cette lettre, ce message codé d'un ancien amour, j'ai su que je n'avais plus d'échappatoire. Mon souffle se coupe alors que la culpabilité m'écrase. Quand elle m'a crié dessus, lors de cette dernière confrontation, je me suis sentie étranglée par la pression, comme si tout mon monde s'effondrait. Et dans un accès de folie, de désespoir, j'ai saisi le couteau dans la cuisine, ce symbole de cette spirale de haine et de vengeance, et je l'ai planté dans sa chair. La scène m'assaillit. Je vois la lueur de la lame, la chair qui se déchire, la voix de ma mère qui hurle, puis se fige. Parce qu'à ce moment-là, finis-je entre deux sanglots, je n'étais plus moi. J'étais cet enfant brisé, enfermé dans un cauchemar sans issue, incapable de faire autrement. Je voulais juste que tout s'arrête, que la douleur, la honte, cette pression oppressive qui m'avait étouffée, cesse enfin. Je baisse la tête, submergé par le poids de mon secret, conscient que cette vérité va bouleverser tout ce qu'on croyait savoir, que cette confession n'est qu'un fragment d'un drame beaucoup plus profond, tissé de haine, de manipulation et de secrets que je ne pourrais peut-être jamais vraiment libérer. Dans un silence pesant, je me tiens devant la porte de la petite salle d'interrogatoire, le regard fixé sur le sol, respirant profondément pour calmer la tempête qui fait rage en moi. La pièce est froide, presque clinique, mais mon cœur bat à toute vitesse, comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine, pour échapper à ce poids insoutenable. Je sens la présence de l'officier de police, calme mais vigilant, qui m'observe avec une compréhension voilée par la nécessité de faire respecter la justice. Je sais que c'est le moment, celui où je vais enfin affronter la vérité que j'ai longtemps refoulée, celle qui me hante nuit et jour, comme un spectre insatiable. Mes mains tremblent légèrement, mais j'ai pris ma décision. Je ne peux plus faire semblant, continuer à porter cette culpabilité comme un fardeau invisible. Je relève la tête, les yeux pleins de larmes, et mes lèvres tremblent. Je veux tout dire. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. La voix brisée, je commence à raconter, d'une voix qui vacille,
Comment la scène a dégénéré ce jour-là? Comment la pression, l'horreur, la colère refoulée ont explosé dans un déchaînement de violence que je n'avais jamais voulu, mais que je ne pouvais plus contrôler. Je parle de cette scène où tout s'est brisé, où mes mots se confondent, avec le souvenir de la lame qui s'enfonçait dans sa chair, de la douleur qui a envahi chaque fibre de mon corps, jusqu'à ce que la réalité me frappe de plein fouet. J'avais tué ma mère, non pas par sa faute uniquement, mais par une succession de traumatismes non résolus, de secrets tus, de blessures invisibles, qui m'avaient poussé au paroxysme. Je décris chaque détail, chaque sensation, chaque visage, avec une précision cruelle, la colère dans ses yeux, la peur dans les miens, le souffle court, la sensation de la lame qui se glace contre ma peau. Je veux qu'on comprenne que je n'étais pas une meurtrière froide, mais une enfant perdue, brisée par une vie d'abus, de rejet, de manipulation. Mon récit se fait plus intime, plus viscéral, et je sens que, malgré la honte et la culpabilité, une sorte de libération commence à poindre. Je sais que cette confession ne réparera pas, ne gommera pas la violence de mes actes, mais elle est la seule vérité que je puisse offrir, la seule façon de porter le poids de ma conscience. Tandis que je termine, le regard fixé sur la table, je murmure d'une voix presque inaudible. Je suis responsable, je suis coupable, mais je suis aussi la victime de tout cela. Mon corps se relâche, je sens l'étau de la culpabilité qui se fissure lentement, laissant apparaître une lueur d'espoir ténue, celle d'un avenir où enfin, je pourrais vivre avec mon secret, sans le fuir, sans le nier, tout en acceptant la responsabilité d'avoir un jour cédé à la folie dans un moment d'angoisse extrême. Je me présente à la porte du commissariat, le regard voilé de larmes silencieuses, chaque pas pesant comme si je traînais une lourde pierre sur le cœur. La lèvre tremblante, je sens la crispation de mes mains, qui agrippent douloureusement la poignée de mon sac. Une fois à l'intérieur, l'air chargé d'odeurs d'encre, de bois ciré et de tension latente, je suis accueillie par un officier aux traits fatigués, dont le regard scrute mon visage, marqué par la détresse. Je prends une profonde inspiration. Mais la voix me manque. Alors je deviens muette un instant, comme si chaque mot devait sortir de mes entrailles. Finalement, d'une voix tremblante, presque inaudible, je murmure. Je suis ici pour tout dire. Mon cœur s'emballe. La peur et la culpabilité se mêlent à la fois comme une tempête intérieure. Je sens mes mains devenir moites, mes genoux trembler. Mais je reste droite, parce que je sais qu'aujourd'hui, je ne peux plus fuir. L'officier me regarde intensément, attend que je poursuive. Je pose mes mains sur la table froide, le regard fixé sur mes doigts, qui frémissent. Et je commence à parler, chaque mot chargé de douleur, de honte, mais aussi de nécessité. C'est moi qui ai tué ma mère. La phrase, aussi simple que dévastatrice, sort de ma bouche avec un souffle coupé. La salle devient soudain silencieuse, comme si le monde entier retenait son souffle avec moi. Je vois dans ses yeux une étincelle de surprise, de tristesse, peut-être même de compassion. Mais je suis déjà perdue dans cette confession qui m'a consumée de l'intérieur. Je continue, la voix brisée, décrivant la scène où tout a basculé. La scène où cette femme, celle qui m'a souvent blessée sans le vouloir, a été frappée par la fureur qui m'a envahie. Je raconte comment ces cris d'abord m'ont glacée, comment je me suis sentie piégée dans une colère noire, irrépressible, jusqu'à ce que la lame s'enfonce dans sa chair. Mon récit devient un flot de mots, entrecoupés de pauses, de respirations hachées, chaque détail gravé dans ma mémoire, comme une cicatrice indélébile. Je confesse aussi la haine que je portais déjà en moi, la douleur que je ne savais pas comment exprimer autrement. Je dis, avec des larmes qui roulent enfin sur mes joues, je ne voulais pas la tuer. Je voulais juste qu'elle arrête de me faire souffrir, qu'elle comprenne ce que je ressentais. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus supporter cette vie, ces cris, ces humiliations, ces secrets qu'elle voulait toujours cacher. Je sens la tension déchirer mon âme, comme si ces mots m'arrachaient une part de mon être, mais une vérité que je devais enfin assumer. Le silence qui s'installe est lourd, oppressant, comme si le poids de mon acte pesait sur chaque mètre carré de cette pièce. Le regard de l'officier, chargé de compassion ou de perplexité, me pousse à continuer, à libérer cette confession qui, pour moi,
n'est pas une fin, mais un début. Un pas vers une rédemption que je ne sais même pas si je mérite. Je suis là, fragile, défaite, mais déterminée à porter cette vérité comme une croix que je ne peux plus porter seule. Dans ce moment suspendu, au cœur de cette prison à ciel ouvert, je sais que ma vie ne sera plus jamais la même. La confession est faite, le poids libéré, et même si la route vers la paix sera longue et semée d'embûches, je ressens une infime lueur d'espoir, celle d'un avenir où la vérité, enfin dévoilée, pourra peut-être me soulager, ou du moins m'aider à vivre avec ce secret qui a changé à jamais le cours de mon destin. Assise sur le banc en bois brut de la petite pièce sombre, mes mains tremblaient légèrement, ensanglantées, tandis que je fixais le sol, incapable de détourner mon regard de cette scène d'une violence insoutenable. La pièce était emplie d'un silence lourd, seulement brisé par le souffle rauque de mes frères et sœurs, figé par l'horreur et la confusion. Mon cœur battait à tout rompre, chaque battement résonnant comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. Je savais que le moment était venu, que la vérité devait sortir, aussi douloureuse qu'elle puisse être. Je levai doucement la tête. Mon regard croisa celui de mon petit frère, qui pleurait silencieusement, ses mains crispées sur le drap taché de sang. Un peu plus loin, mon aîné, ses yeux écarquillés, cherchait désespérément une explication à ce chaos. La voix de mon père résonna, rauque et cassée. « Amélie, qu'as-tu fait ?» Je sentis alors des larmes couler le long de mes joues. Mais je pris une profonde inspiration, sachant que le moment de tout confesser était arrivé. Mes lèvres tremblaient, alors que je commençais, d'une voix presque inaudible, à dévoiler ce qui me rongeait depuis si longtemps. J'ai tué maman. La pièce sembla se déformer. Le monde entier vacilla autour de moi, alors que je prononçais ces mots fatidiques, chaque syllabe pesant comme une sentence irréversible. La scène se figea un instant, puis la réalité me submergea comme une vague glacée. Je racontais comment tout avait commencé cette nuit-là, lorsque ses cris furieux avaient éclaté devant celui que j'aimais, comment sa colère m'avait écrasée, sa voix déchirante résonnant dans ma tête comme un écho de mes propres démons. Je leur expliquais comment, dans un accès de fureur et de désespoir, j'avais saisi le couteau de la cuisine, ce geste irréfléchi qui, en une seconde, avait tout changé. Je ne voulais pas la tuer, mais j'avais tellement peur de finir comme elle, de devenir elle. Ma voix se brisa, et je repris mon souffle, incapable de continuer sans que la vérité ne me déchire en morceaux. La pièce devint un théâtre d'horreur et de révélation, alors que je leur confiais le secret qu'elle m'avait toujours dissimulé. Le poids d'un passé tordu, d'un trauma ancien qu'elle avait cherché à cacher derrière un masque de perfection. La mère n'était pas seulement une femme colérique, elle était aussi une victime d'un réseau de mensonges, de manipulations et de blessures invisibles, dont elle s'était efforcée de se libérer à sa manière, même si cela signifiait déchaîner sa colère sur ceux qui l'aimaient. Je leur racontais comment, au fil des années, sa douleur s'était accumulée, comment elle avait été brisée par un secret qu'elle voulait enterrer à tout prix, et comment cette nuit-là, cette colère refoulée avait atteint un point de rupture. Mon récit se termina dans un écho de silence, la pièce emplie d'un poids insoutenable, un mélange d'horreur et de soulagement, comme si, pour la première fois, j'avais enfin lâché ce fardeau qui me dévorait depuis si longtemps. Malgré la douleur, je compris que cette vérité, aussi terrible fût-elle, était la clé pour peut-être enfin guérir, ou du moins pour accepter la complexité de ce qui s'était réellement passé. Je savais que rien ne pourrait effacer ce qui avait été fait, mais je voulais croire qu'en affrontant cette réalité, je pourrais enfin commencer à me reconstruire, à accueillir la vérité avec ses blessures et ses mystères, pour pouvoir peut-être un jour retrouver une paix fragile mais sincère.